Donc là, être maghrébin en France, ce qui m'a poussé à partir. Ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, c'est la première vidéo facecam que je fais. Et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Donc moi, je suis un homme maghrébin né en France, je suis dans ma trentaine, je travaille comme ingénieur informatique, comme développeur. Je suis né et j'ai grandi en France. Là, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je suis en train de lire les notes que j'ai notées sur mon autre téléphone. Et là, donc, il y a maintenant, c'était en 2019, donc ça fait 4, 5, 6 ans, ça fait même 6 ans, ouais. Il y a 6 ans, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, c'est de quitter la France. Là, je suis actuellement au Vietnam où je vis depuis 2 ans, et avant le Vietnam, je vivais en Suisse. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les raisons qui m'ont poussé à quitter la France en tant qu'homme maghrébin. Mais avant de commencer, je voulais aussi vous préciser que cette vidéo, ce n'est pas de la victimisation. Je ne rejette la responsabilité sur personne. Je ne suis pas en train de chercher des coupables. Je ne suis pas non plus en train d'attendre la validation de quelqu'un ou bien que quelqu'un approuve mes propos. Et pour moi, la solution, elle a été simple. Je l'ai trouvée et je l'ai mis en place, c'est de quitter la France. Et là, donc, cette vidéo, je l'ai divisée en 7 catégories. Il n'y a pas d'ordre particulier. J'ai juste noté les points qui me venaient en tête et je vais vous les énumérer un par un. Et pour chaque point, je vais vous donner des exemples d'expériences, des anecdotes personnelles qui me sont arrivées pendant toute ma vie en France. Allez, on commence. Le premier point que j'ai noté, c'est l'obstacle professionnel. En tant qu'homme maghrébin en France, il est pratiquement impossible de trouver du travail. Et là, je ne suis pas en train de parler de travail mal rémunéré que personne ne veut faire. Je ne suis pas en train de parler de travail à l'usine, dans la restauration ou sur les chantiers. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en master la deuxième année, il fallait trouver une alternance pour la deuxième année. Donc, c'était 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'université. Et là, dites-vous, de toute ma promo, j'étais le seul à ne pas avoir trouvé d'alternance. Soit j'avais passé des entretiens et ils m'avaient ghosté, ou soit j'envoyais des candidatures et j'avais pas du tout de réponse. Et donc là, quand j'arrive en septembre, je vais voir le responsable de master, je lui dis voilà, j'ai pas d'alternance, on fait comment? Et là, c'est lui, attendez, ouais, non. Et là, c'est lui, il a dû aller voir une entreprise qui était partenaire du master pour leur demander de me prendre comme alternance. Et vous savez quoi? Cette entreprise, j'avais postulé chez eux, ils m'avaient jamais répondu. Et après même, une fois que tu as terminé tes études et que tu recherches un travail, dites-vous les gars, pendant 1 an, je suis resté au RSA et après je suis allé au Japon. Mais pendant 1 an, je postulais, j'essayais de chercher, zéro entretien, zéro réponse, rien. J'ai un pote à moi, il a mis 3 ans à trouver. Et c'est un maghrébin aussi, bien sûr. Et là, en fait, moi, en vrai, le seul truc qui m'a sauvé, c'est ma reconversion dans l'informatique. Donc tellement je pète un câble, j'ai vu que l'informatique, il y avait pas mal de demandes, à l'époque en tout cas, et ils n'étaient pas regardants sur les origines, le prénom, les trucs comme ça. Donc là, j'ai fait ma reconversion informatique, j'ai trouvé du travail, et c'est ça ensuite qui m'a permis de m'expatrier et de devenir freelance. Mais après, même là, quand tu commences à rentrer dans le monde du travail, là, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, quand tu es maghrébin, c'est pratiquement impossible d'évoluer professionnellement. Ça va être très difficile pour toi de devenir manager ou même directeur. Tu sais, on attendra de toi tout le temps que tu restes l'employé de base, au plus bas de l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire, tu fais ton taf, c'est tout, mais on va pas te donner de responsabilité. Et là, regardez, même tous ceux qui travaillent, en général, tous les managers, les directeurs, moi c'était mon cas, dans toutes les boîtes où j'ai bossé, j'ai jamais vu un seul maghrébin manager ou directeur. Pourtant, j'ai connu des maghrébins compétents, mais ils restaient systématiquement employés de base. Un autre exemple qui me vient en tête, c'était à l'époque, je participais à des concours start-up. C'était pas vraiment des concours, n'importe qui pouvait y aller en général. Donc voilà, tu vas, start-up, et en général, c'est divisé en 3 étapes. Et à chaque étape, tu as un certain nombre de personnes qui sautent. À la fin, il en reste que 3. Et après, je sais pas, les investisseurs, ils discutent entre eux, ils en choisissent un, et celui qui gagne, il a son projet qui est financé. Moi, j'y allais à l'époque, tu sais, j'étais motivé, naïf, tu vois, je croyais encore je croyais encore au mérite, tu vois. Donc j'y allais, projet, et en fait, moi, franchement, j'avais des bonnes idées, je pense. Après, ça se trouve, c'était des idées de merde, hein. Mais j'y allais, j'avais l'application, elle était fonctionnelle, je présentais le truc. Les gars, systématiquement, je sautais au premier tour. Et même après, quand je regardais les startups, parce que franchement, ce genre de concours, il y en a dans toutes les grosses villes de France, hein. J'ai jamais vu un Maghrébin lever des fonds en France. Et même ça, Hakim Benotman, il en parlait dans une vidéo. Franchement, quand tu es maghrébin, personne ne te fait confiance. Personne ne va investir 1 euro sur toi. Tu dois te démerder tout seul. Encore une fois, je suis pas de la victimisation, là. Je fais pas de la victimisation. Je vous dis juste ce que j'ai remarqué. Je constate, je suis pas en train de pleurnicher. Moi, comme je vous ai dit, ma solution, je l'ai trouvée. J'ai quitté la France. C'est aussi simple que ça. Et là, en fait, toutes ces bonnes choses, au final, c'est un mal pour un bien.
Donc là, si tu es quelqu'un d'optimiste, moi je me considère comme quelqu'un d'optimiste, c'est que vu que c'est compliqué pour toi de trouver du travail, en général, ça te pousse à gagner de l'argent par toi-même. Après, je suis pas en train de dire tu vas commencer à vendre de la drogue ou quoi. Mais moi, c'est ça qui m'a poussé à commencer à lancer mes propres business sur Internet et à tout faire pour gagner de l'argent par moi-même, parce que je sais que je pouvais pas compter sur les entreprises ou sur les autres en général. Allez, on passe à la catégorie numéro 2. Donc là, j'ai noté la discrimination au quotidien. On va commencer par un point rapide, c'est le logement. Quand tu es maghrébin en France, spécialement quand tu es un homme, hein, là je précise que toute la vidéo, ça me concerne moi, et je parle en général aussi des hommes maghrébins. Je ne parle pas des femmes maghrébines, ça c'est encore autre chose. Là c'est vraiment des hommes maghrébins, et même je vais être encore plus précis, des hommes maghrébins nés en France. Je ne parle pas des hommes maghrébins qui viennent du bled. Donc vraiment l'homme maghrébin né en France. Chercher un logement, c'est mission impossible. Je n'ai jamais trouvé de logement en France. Et encore, imagine, je sais que trouver un logement en France, dans les grosses villes, les zones tendues, c'est compliqué pour tout le monde, même pour les Français de souche. Alors imaginez pour un homme maghrébin. Moi, je suis persuadé que dès que tu envoies ton dossier de candidature, dès qu'il voit que tu es maghrébin, le truc part à la poubelle directement. Après, tu en as aussi, dès que tu appelles pour l'annonce, si ils entendent que tu as un accent de banlieue, moi je sais que j'ai un accent de banlieue par exemple, tu as ceux qui raccrochent directement, eux franchement c'est ce que je préfère, moi au moins ils me font pas perdre mon temps. Tu as ceux qui te sortent une excuse bidon et tu as ceux qui assument pas, ouais envoie ton dossier et il va te faire poireauter, toi tu es là, attends tu crois que tu as des chances alors que tu n'as aucune chance, c'est mort, c'est juste le mec qui voulait pas te le dire directement. Donc là, trouver un logement, mission impossible en France quand tu es maghrébin. Alors qu'au Vietnam, là, je vais vous montrer plus tard, j'ai trouvé un condo, ça m'a pris 2 jours. Je suis allé sur Google, j'ai tapé louer appartement Ho Chi Minh, j'ai trouvé un numéro de téléphone, j'ai envoyé un message sur WhatsApp, oui, j'aimerais visiter les appartements. Le lendemain, j'ai visité des appartements et il y en a un qui me plaisait, j'ai dit voilà, je prends celui-là. J'ai signé les papiers, j'ai payé les 2 mois de caution, photocopie de mon passeport et c'est réglé. Contrat de location pendant 1 an. Bah attendez, je vous montre maintenant. Donc là, vous voyez, je suis dans un bâtiment en centre-ville avec piscine, salle de sport. Je paye 500 € par mois. Ça m'a pris 1 jour à trouver. Alors qu'en France, ça, c'est juste impossible. En France, même une chambre de bonne sous les toits, je te jure que je trouve pas. Personne ne va me louer son appartement. Allez, on reprend. Et là, je vais vous donner un exemple. Donc là, c'était pas un emploi salarié. À cette époque-là, je bossais déjà comme freelance. Donc c'était pour une boîte freelance. Et la particularité de cette boîte, c'est que tous les mecs qui bossaient, on était tous en remote. On bossait tous depuis chez nous, tu vois. Il n'y avait pas de bureau, c'était chacun bosse depuis chez lui. Donc tu avais des mecs en France, en Angleterre, Italie, tu avais des mecs d'un petit peu partout, tu vois. On n'était pas énorme au début, on était 10. Et moi, j'étais arrivé parmi les premiers dans cette entreprise. Quand je suis arrivé, on n'était même pas 10 en réalité. Et donc, moi, j'arrive parce qu'ils voulaient lancer un nouveau service. Donc, j'arrive et je code le site. Donc, je fais tout, je fais le front, le back, base de données, serveur, nom de domaine, tout ça. Bref, je mets le site en place, fonctionnel et tout, nickel. Et je crois que c'est 3 mois après mon arrivée, donc tu as le CEO, il a décidé d'embaucher 2 managers. Mais en réalité, ce n'était pas des managers, c'était plus des co-directeurs. Parce qu'ils avaient un pouvoir de décision assez important. Et j'ai oublié de vous le dire au début, c'est que l'entreprise là avait un site internet. Et sur le site internet, ils avaient fait un trombinoscope de toutes les personnes qui travaillaient sur le site. Donc ils nous avaient demandé de leur envoyer une photo. Et donc sur le site, donc trombinoscope, tu avais la photo des personnes qui travaillaient sur le site, prénom, nom et, l'emploi dans l'entreprise. Tu vois, donc moi, ma photo, nom, prénom, full stack développeur. Et donc, quand le CEO recrute ces 2 personnes, 3 mois après mon arrivée à peu près, ou 3, 4 mois, un truc comme ça, je ne m'en rappelle plus. Je vous jure, les gars, croyez-le ou non, ils ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais parlé. Les seules informations qu'ils avaient sur moi, c'était ma photo, mon prénom, mon nom. Et ils ont dit au CEO, le premier jour de leur arrivée, le premier jour où ils sont arrivés, ils ont demandé au CEO de me virer. Lui, tu le vires, on va prendre quelqu'un d'autre. Et ça, je l'ai appris de la bouche du CEO lui-même. Je ne l'ai pas appris tout de suite. Je l'ai appris le jour où je suis parti. Il m'a dit, tu m'as dit, tu sais que ces 2 mecs-là voulaient te virer le premier jour. Tu sais, j'étais assez proche de lui. J'ai dit, ouais, pourquoi ils voulaient me virer? Il m'a dit, je sais pas. Mais il le savait très bien, je le savais très bien. Ils voulaient me virer juste parce que j'étais maghrébin. Donc là, quand t'arrives des trucs comme ça, et là, je me dis, heureusement qu'il y a le système de CDI en France, hein. Sinon, je te jure, on serait sur la sellette H24. Tu peux pas te projeter. Moi, vu que je suis plus salarié, je suis passé freelance. En France, je ne peux pas me projeter. T'imagines, tu trouves un taf,
Tu commences à te faire des projets sur l'avenir en te disant, voilà, je vais rester plusieurs années dans ce tas, j'ai des revenus qui vont tomber régulièrement. Tu dis, je vais investir dans l'immobilier, des trucs comme ça. Tu peux pas. Il suffit qu'un jour, un mec arrive avec un pouvoir de décision, il n'aime pas ta gueule, il n'aime pas ton nom, tu dégages du jour au lendemain, tu retombes à zéro. Et hors de question que je prenne ce risque-là. On va passer à la catégorie numéro 3. Donc là, c'est tout ce qui va être relations sociales. Relations sociales, je ne parle pas des relations avec tes amis, parce que tes amis, tu les choisis. Je parle vraiment de tes relations dans la vie de tous les jours, que ce soit avec ta boulangère, ta banquière, ton médecin, des trucs comme ça, un vendeur dans un magasin. Et ça, franchement, heureusement que ça reste une minorité. Ça arrive pas tous les jours, hein. Ça, c'est des trucs qui doivent arriver, allez, 4-5 fois dans l'année, mais c'est déjà assez sur une vie, tu vois. T'as des mecs, sans raison, tu sens qu'ils ont la haine contre toi. Ils te parlent mal. Tu sens que le mec, il a une dent contre toi alors que tu ne le connais pas, il te connaît pas, tu lui as rien fait, mais juste le mec, t'es là, ta présence, il t'aime pas. Et ces mecs-là, en vérité, je la connais la raison, parce que ça arrive pas qu'à moi, ça arrive à énormément de Maghrébins. Tu sais que ces mecs-là, ils ont le seum des Maghrébins. Mais pourquoi ils ont le seum des Maghrébins? En réalité, ils ont le seum contre les racailles, les lacastéennes, les clandestins de merde qui cassent les couilles à tout le monde. C'est les mecs qui mettent la musique à fond dans le bus. Ils ont le seum contre ces mecs-là, ils accumulent de la frustration et toute cette frustration, ils te la rejettent sur toi parce que tu es maghrébin. Mais toi, vu que tu es gentil, vu que tu es éduqué, ils savent très bien qu'ils risquent rien avec toi. Tu vas pas les frapper, toi. Alors que quand ils vont te parler avec ces racailles de merde, ils vont être tout gentils, tout mielleux parce qu'ils savent qu'avec eux, ils peuvent se ramasser une patate, mais pas avec toi. Et ça, je vous jure que ça arrive plus d'une fois. Après, il y a une autre catégorie que j'aime pas, c'est les gauchistes. Qu'est-ce que j'entends par gauchiste? C'est regarder les meetings de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Regardez son public. C'est tous ces mecs-là. Ces mecs-là, ces gauchistes, je ne sais pas pourquoi, ils se sentent investis d'une mission de nous protéger. Déjà, quand ils s'adressent à nous, ils nous parlent comme à des teubés. C'est comme à des enfants de 8 ans. Et t'es là, le mec se dit, je dois le protéger, je dois l'aider. Tu dis, mais mec, je t'ai rien demandé. Ça va aider les gens dans les besoins, j'ai pas besoin de ton aide, tu vois. Et il est là, il te parle vraiment comme un teubé, le mec. Mais ceux-là, franchement, j'ai même pas envie de passer du temps à parler d'eux. Tu sais, ils nous voient juste là comme des... voilà, on vient d'arriver, on est des analphabètes, on n'est pas éduqués et ils doivent nous sauver. Alors qu'on n'a rien demandé. Putain. Après, autre catégorie, numéro 4. Une des raisons pour laquelle aussi j'ai quitté la France, c'est les femmes. Là aussi, en tant que maghrébin en France, avec les meufs, t'as zéro chance. Déjà, on va commencer les dating apps. Tu sais, les Tinder, les Bumble. Si t'as le malheur de ressembler à un maghrébin ou si t'as le malheur de mettre un nom maghrébin sur ton profil, t'auras zéro match. Et là, je suis pas en train de dire que t'auras zéro match que avec les blanches. Même les maghrébines ne veulent pas de toi. Personne ne veut de toi. T'as zéro match. Après, le classique, les boîtes de nuit. Bon, moi, je sors pas trop en boîte de nuit. Enfin, je sors même jamais en réalité. Mais les boîtes de nuit, c'est mort pour nous. Quoique, quand j'étais étudiant, on sortait quand même de temps en temps. Et même s'il y avait des meufs avec nous dans le groupe, si dans le groupe, t'as un mec qui a une tête de maghrébin, je te jure, le videur, il est à la zeub. Oui, les meufs vont rentrer, lui, il rentre pas. Normal. Et nous, en fait, quand t'es un homme maghrébin en France, les seuls endroits où on peut sortir, tu sais, le vendredi soir, samedi soir, tu veux te détendre après le travail, machin, c'est les chichas. Mais les chichas en France, c'est pas les chichas à Dubaï, c'est pas les chichas au Japon ou en Suisse. J'y suis allé dans les chichas dans ces pays-là. Dans ces pays-là, les chichas, franchement, c'est convivial, tu vois. C'est éclairé. T'as des jeunes, t'as des vieux, t'as des couples, t'as des darons, t'as des groupes de meufs, t'as des groupes de mecs, t'as vraiment de tout. Mais les chichas en France, elles sont dans des impasses, c'est sombre et t'as que des hommes à l'intérieur. Tu sais, t'as l'impression que c'est un repère d'homosexuels, le truc. En fait, je les comprends, ces mecs-là. En tant que maghrébin en France, le seul endroit où on peut sortir, nous, c'est les chichas. Rien d'autre. On a le droit à rien d'autre. Alors que là, au Vietnam, il y a de la discrimination aussi, hein. Mais au Vietnam, la discrimination, regardez, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, c'est principalement sur la couleur de peau.
Si t'es blanc, t'auras pas de discrimination. Plus t'es bronzé, plus tu vas subir de la discrimination. Et c'est pas qu'au Vietnam, en réalité, c'est dans toute l'Asie. Mais regardez l'autre vidéo, j'en parle vraiment plus en détail de ce sujet-là. Et là, je vais vous donner une autre anecdote qui m'était arrivée quand j'étais étudiant. Je me rappelle, on sortait souvent aux soirées internationales. Les soirées internationales, j'aimais bien parce que déjà, tu pouvais pratiquer ton anglais. Et de deux, les gens qui avaient là-bas, donc ils venaient de la terre entière. Du coup, c'était cool. Tu vois, ils n'avaient pas d'a priori, ils n'avaient pas de préjugés. Tu y allais, franchement top. Et un jour, j'avais rencontré une Roumaine. Une Roumaine, hein, pas une Rome du métro, tu vois. Roumaine de Roumanie, normale, tu vois. Elle vient étudier en France. Elle n'a pas vu que j'étais maghrébin. Que bon, moi, il y a des gens, ils voient pas que je suis maghrébin. Elle pensait que voilà, je suis français de souche, elle me parle. On parle avec elle, je parle avec elle, voilà, bonne soirée et tout. Et à un moment dans la conversation, elle me dit que dès son arrivée en France, elle a rencontré des Français et ils l'ont mis en garde contre les Maghrébins et les Arabes. Enfin, contre les Arabes. En gros, ne parle pas aux Arabes, ne parle pas aux mecs bronzés. Après, quand je dis arabe, c'est un abus de langage. En réalité, je me considère pas arabe, moi. Les Maghrébins, c'est des Berbères, tu vois. Mais bref, on dit arabe, on se comprend. Et voilà, dès son arrivée en France, t'as des mecs qui la mettent en garde, ne parle pas aux Maghrébins. Mais en réalité, ces mecs-là, je les comprends. Et là, un autre truc, la dernière fois, je parlais avec un pote à moi, un Maghrébin, et on se disait, tu sais, des fois, on date, tu sais, t'as des dates, des petits rendez-vous ici, et franchement, des fois, c'est des avions de chasse, tu vois, les femmes. Et je te jure que ces femmes-là, asiatiques, si elles étaient nées en France, elles nous donneraient même pas l'heure. Mais, mais là, vu que c'est en Asie, tu sais, elles n'ont pas subi tout le lavage de cerveau de la France ou quoi, elles n'ont pas encore ces mauvais a priori sur les Maghrébins. Et après, on en parlera plus tard, tu vois, là, je suis pas en train de dire qu'on est des victimes, encore une fois, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Allez, on passe à la catégorie suivante. Numéro 5. Donc là, les médias. Que ce soit les médias mainstream ou sur Internet, hein. Donc à la télé, systématiquement, quand on parle des hommes maghrébins, parce qu'en réalité, eux, ils vont te parler de l'islam, des trucs comme ça, mais derrière l'islam, ils ciblent pas l'islam, ils ciblent la communauté maghrébine. C'est systématiquement en négatif. Vous vous rappelez le reportage sur Roubaix, par exemple, ou bien les débats sur le voile, sur la laïcité. À chaque fois que tu as des trucs comme ça, c'est sur les Maghrébins. Donc en fait, c'est sur les Maghrébins, c'est sur mon peuple à moi, c'est sur ma race, tu vois. Donc là, je regarde, je me dis, ah bah toi, tu sais, je me fais tailler encore à la télé, j'ai rien demandé. Cool. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je me dis, vas-y, de toute façon, je regarde plus la télé depuis des années. Tu dis, vas-y, je vais aller sur YouTube. Tu vas sur YouTube, et là, tu tombes sur les reportages de Vincent Lapierre. C'est le média pour tous là. C'est un mec qui fait des micro-trottoirs sur des sujets d'actualité. Et systématiquement, tous les mecs qui l'interviewent, c'est soit des clandestins, soit de la racaille, soit des cas sociaux. Et ils parlent pas français, tu sais, un français éclaté au sol. Et ils sont tous maghrébins. 90%, ils sont maghrébins. Et lui, après, il dit, ouais, non, j'interroge au hasard. Mais le pire, c'est que je le crois, je sais, je suis sûr qu'il interroge des gens au hasard, parce que je connais la situation en France, je sais que c'est comme ça. Après, tu me diras, il pourrait très bien choisir les quartiers. Pourquoi tu vas pas faire des interviews à la sortie des universités, par exemple? Là, ça se trouve, il va le faire et il y aura des cassos là-bas aussi, je ne sais même pas. Mais non, franchement, je pense qu'il est de bonne foi, le mec. Et là, bah voilà, encore une fois, ça donne une image des Maghrébins éclatés au sol, dont je fais partie, tu vois. Et après, j'en reviendrai plus tard, en fait, parce que là, je parle des cas sociaux, racailles, machin, mais t'as des Maghrébins très bien, mais t'en as même beaucoup, sûrement des centaines de milliers, mais le truc, le problème avec ces mecs-là, c'est qu'ils sont invisibles. Tu les vois jamais. Tu sais, ils vont au taf, ils rentrent chez eux. J'ai même connu des mecs, tu les rencontres au taf, le mec, il habitait dans la même ville que toi, à quelques rues, tu l'as jamais vu de toute ta vie. Il te dit ta vie, tu dis, t'es sérieux, je t'ai jamais vu. Je dis, bah ouais, je sors pas. Ça, il va chez lui, il va au travail, il rentre chez lui. Il traîne pas dehors. Ceux qui traînent dehors, c'est vraiment le fond de la poubelle. C'est que les clandestins et la racaille. C'est eux qui traînent dehors. Après, tu te dis non, attends, c'est pas possible. Il n'y a pas que ça dans les médias. Il n'y a pas que il y a pas que les clandos et les raclures. Et là, tu regardes YouTube, les chaînes et tout. Si, t'en as d'autres des Maghrébins. Mais c'est tout le temps le même profil. Tu sais, c'est des comiques. Ils sont là pour faire rire les gens. Tu sais, c'est les Jamel Debbouze, Redouane Bouderaba, Bentala, les trucs comme ça. Je sais même pas comment ils s'appellent. Après, j'ai rien contre eux, hein. Franchement, ils sont marrants en plus, hein. Enfin, certains, à l'époque, peut-être, ils étaient marrants. Là, moi, je trouve plus personne drôle, à part le D. Mais voilà, tu sais, ils essaient de gratter leur billet. Donc voilà, c'est ça l'image qu'on a. C'est les trucs que je t'ai dit, ou alors t'es un comique. Et là, en fait, moi, je pense vraiment qu'il y a un agenda pour l'homme maghrébin en France.
On veut tout simplement faire disparaître l'homme maghrébin. On veut le faire remplacer. Et le remplacer par qui? Après, il y en a qui diront, c'est cocasse, c'est nous qu'on vient remplacer et toi, tu dis que c'est toi qui veux te faire remplacer. Non, je te jure que l'homme maghrébin, ils veulent le remplacer par l'homme noir, par l'homme africain subsaharien. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Déjà, regardez toutes les publicités, toutes les affiches. C'est systématiquement un homme noir avec une femme blanche ou un homme noir avec une femme maghrébine. Encore une fois, j'ai rien contre les hommes noirs, hein. Moi, je vous dis juste ce que je constate. Et pareil, je vais vous donner deux exemples de films qui ont bien marché, en plus, Intouchable et Ascension. Vous savez que l'histoire vraie de ces films, c'est des Maghrébins, normalement, les vrais personnages. Les deux ont été remplacés par des Noirs. Omar Sy et l'autre comique, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un Noir aussi. Ahmed Silla, je crois. Donc là, c'est bon, le message, il est clair. On a compris, on veut remplacer l'homme maghrébin. On veut le faire disparaître du paysage médiatique. Enfin, non, il va être présent sur le paysage médiatique en négatif, mais tout ce qui est positif, on ne veut pas en entendre en parler en France. Et je vais vous dire, moi, le genre de personne que j'aimerais voir plus dans les médias, enfin, que j'aimerais voir, moi, je m'en bats les couilles qu'il soit dans les médias ou pas. Mais, enfin, si, franchement, ça m'arrangerait aussi, en vérité, si on les voyait, tu vois. Donc, le genre de personne que j'aimerais voir dans les médias en France, c'est là, soyez honnête. En général, dans toutes les classes, peu importe que ce soit primaire, collège, lycée, université, tu avais tout le temps un rebeu génie des mathématiques. Tu sais, le mec super fort en mathématiques. Tu sais, que ce soit un Marocain, Algérien, Tunisien, t'en avais tout le temps un dans la classe. Moi, c'est ces mecs-là que j'ai envie de voir. Mais je vais vous dire un truc, ces mecs-là, ils sont invisibles. Mais c'est pas, c'est pas voulu en fait. C'est pas les médias qui veulent pas les montrer. C'est que ces mecs-là ne sortent pas. Ces mecs-là ne traînent pas dans la rue à ne rien faire. Ils travaillent, ils rentrent chez eux. Beaucoup déjà ont déjà quitté la France, mais les autres ne sortent pas. Les autres, même sur les réseaux sociaux, ils regardent YouTube, ils regardent Instagram, ce que tu veux, ils n'ont pas de compte, ils ne commentent pas, ils regardent, tu les vois pas. Ils sont invisibles, ces mecs-là. Les seuls endroits où tu les vois, c'est à l'université. Quand toi-même tu es à l'université, là, tu vas les croiser. Dans les entreprises, tu vas les voir. Mais dans la rue, tu les vois jamais. Et ces mecs-là, c'est des centaines de milliers. Et en réalité, moi, dans cette vidéo, c'est à ces mecs-là que je parle. Mais là, j'y pense, il y en a quand même deux que j'ai notés qui sont médiatisés, pas à la télé, hein, mais sur YouTube, et qui ont quand même de la visibilité, et c'est des Maghrébins, et franchement, j'aime bien regarder leurs vidéos en plus. C'est Idriss Aberkan et Hakim Benotman. Donc Idriss Aberkan, conférencier, et Hakim Benotman, c'est le mec qui avait lancé une chaîne de kebab. L'un des premiers, même le premier, je crois. Et comme par hasard, ces deux-là, ils ont quitté la France. Parce que ces deux-là, encore une fois, ils ont compris que quand tu es maghrébin en France, tu es limité. On ne veut pas que tu sois riche, on ne veut pas que tu changes de classe sociale. Donc tu quittes la France, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en réalité. Et maintenant, on va passer à la catégorie numéro 6. Et en réalité, cette catégorie, je pense qu'elle va parler à tous les mecs qui veulent quitter la France. Peu importe que tu sois maghrébin, noir, français, ce que tu veux, vieux, jeune. Là, cette catégorie, ce que je vais vous dire, ça impacte tout le monde. Et dedans, il y a les principales raisons pour lesquelles les gens veulent quitter la France, dont moi, c'est ces raisons-là aussi qui m'ont poussé à quitter la France. Sauf que quand tu es maghrébin, tu as tout ça, là, ce que je vais vous dire, les catégories qui vont venir après, plus tout ce que j'ai dit avant. Ça, c'est bonus. Quand tu es maghrébin, tu l'as à ta naissance cadeau. Tu pars avec un score de -1000. Et en vérité, moi, s'il n'y avait pas les catégories que je vais vous dire là, juste ce que je vous ai dit là, je serais déjà parti. Ça me suffit pour partir. Je me dis, je peux pas vivre dans un pays où tout le monde nous déteste. Bon, après, tout le monde nous déteste parce qu'on est détestable. Mais je peux pas vivre dans un pays où tout le monde nous déteste. Donc là, premier truc que j'ai noté, c'est le coût de la vie. Coût de la vie exorbitant en France et les salaires qui ne suivent pas. Je comprends toujours pas comment il n'y a pas eu de révolution en France encore. Inflation de malade, tout a explosé, vous pouvez même plus acheter d'appartement, vous pouvez même plus remplir un caddie, le salaire, il n'a pas bougé depuis des années et vous êtes là, tout va bien. Tu sais, c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Après, ça, je pense, c'est vraiment la raison principale, c'est l'insécurité. L'insécurité en France, c'est un truc de barjo. Je vais vous donner des exemples. Alors moi, à une époque, j'habitais à Lyon, à la Guillotière. Et juste en face de chez moi, il y avait un parc. J'aimais bien aller me poser là-bas dans ce parc. Tu sais, t'avais des jeux d'enfants et tout. Franchement, c'était tranquille, tu vois. Tu vas te poser là-bas, tu bois ta canette, t'es sur ton téléphone, c'est cool.
et du jour au lendemain, 50 tentes de migrants. Tu sais, des migrants subsahariens. Et j'ai rien contre eux, hein. Eux, ils ont raison de venir, hein. Tu vois, on leur dit, ouais, viens en France, on te donne de l'argent, on t'héberge, je t'ai nourri, logé. Bien sûr qu'ils y vont. Mais voilà, ils sont là, j'ai pas envie de les voir. Moi, j'ai pas envie de voir un camp de migrants en bas de chez moi. Ils leur avaient mis des toilettes de chantier, machin. Ça puait la pisse, ça puait la merde. Il y avait des ordures, c'était abusé. Tout le temps, t'avais l'impression d'être dans une déchetterie, tu vois. Il y avait du linge qui séchait sur les barrières tout autour. Je te jure, j'avais l'impression d'être au Libéria, tu vois. Un autre truc qui me faisait chier en France, mais tout ce que je vous dis là, c'est devenu normal en France aujourd'hui, hein. Mais là, c'est des trucs là qui n'existent pas au Vietnam, hein. T'avais un SDF qui dormait à l'entrée de mon immeuble. T'imagines, à chaque fois que je veux rentrer chez moi, je dois enjamber un SDF. Tous les soirs, il était allongé, il avait son carton comme ça. Et moi, je veux rentrer chez moi, je marche, tac, je dois enjamber un SDF. Et ça, voilà, c'est devenu normal en France. Un autre truc, donc l'immeuble où j'habitais, en plus, moi, c'était rue Paul Bert, l'adresse, hein, pour ceux qui connaissent. Au moins une fois par semaine, j'étais au quatrième étage. Donc, j'entendais tout ce qui se passait dans la rue. Au moins une fois par semaine, tu avais une bagarre en bas de chez moi. Et les bagarres, bah, c'était des maghrébins qui se bagarraient. Tu sais, c'était des clandestins. Ils s'insultaient en arabe, ça criait, ça cassait des bouteilles, coup de pied dans la voiture, l'alarme de la voiture qui sonne, et tout ça à 2, 3 heures du matin. Et personne ne disait rien. Et je disais rien non plus, hein. Tu vois, moi je m'en bats les couilles. J'étais déjà dans ma tête en projet de partir. J'étais déjà en train de faire mes plans pour me barrer. Je me barre, je vous laisse avec votre merde. Un autre truc aussi qui m'arrivait souvent, moi je tapais souvent des nuits blanches en France, j'aimais bien bosser la nuit. Même si je sais pas bien ou quoi, j'avais une période, je bossais surtout la nuit, tu vois, je me couchais vers des coups de 4, 5, 6 heures du mat et tout. Et tu sais, des fois t'as un petit creux la nuit, tu te dis, allez, je vais aller me prendre un kebab, tacos ou ce que tu veux. Et donc là tu sors, 2 heures du matin, et je vous jure les gars, tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque fois que je sortais la nuit, je marche sur le trottoir, t'as des mecs, ils sont posés sur le trottoir, debout comme ça, main dans les poches, ils font rien. Tu sais, ils sont statiques. C'est pas il va d'un point A à un point B ou bien il est sur son téléphone. Il est debout comme ça, un zombie. Et toi, tu dis, de sa main dans les poches, tu marches, tu dis, je vais passer, il va sortir un couteau, il va me planter, je suis mort. Donc moi, je marche, je le vois sur le trottoir, comme une victime. Je change de trottoir pour pas mourir, je marche, il y en a un autre là, je rechange de trottoir, voilà, et je vais acheter mon truc. Et là, tu le réalises pas, tu vois. Mais c'est quand je viens en Asie, tu es là, tu es tranquille, tu te dis, mais en fait, en France, t'imagines que je voulais juste aller m'acheter un sandwich et j'étais en train de réfléchir à comment ne pas mourir, comment ne pas me faire tuer alors que je veux juste aller acheter un truc à manger. Et ça aussi, c'est un truc qui est devenu normal en France et les gens l'acceptent. Franchement, c'est une dinguerie. Et comme je vous disais, là, je suis au Vietnam, mais dans toute l'Asie, c'est pareil. Tu peux sortir ici à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pourtant, il y a des SDF au Vietnam aussi. Tu sais, c'est pas un pays super riche, hein. Mais je te jure, t'es serein. Tu sais que le mec ne va rien te faire. J'ai jamais vu de bagarre au Vietnam. J'ai jamais entendu d'histoire. Il sort un coup de couteau, il te plante. Il te tue pour un regard, pour une cigarette. Ça n'existe pas, ça, en Asie. Ça, c'est spécifique à la France. Et le pire de la France, parce que ça, bon, apparemment, c'est devenu normal en France. Mais moi, ce qui me faisait mal au cœur, je me dis, attends, donc tous ces clochards-là, ces mecs, ces raclures de merde, ces clandestins, ils ont des aides de l'État. Ils touchent un petit billet, tu vois. Et je me dis, les aides de l'État, c'est les impôts. Mais les impôts, c'est moi qui les paye. Donc moi, en gros, je me lève le matin, salaire de merde en plus, j'étais à 1 700 euros. Je travaille, je me fais saigner, je paye des impôts pour des mecs qui me rendent la vie impossible. C'est moi qui les finance, ces mecs-là. Je suis le dindon de la farce, tu sais. Je suis un con. Je travaille pour ces mecs-là. Et t'as des gens qui acceptent ça en France. Ça, je crois que c'est même la principale raison qui m'a poussé à me barrer en réalité. Je me suis dit, hors de question de travailler pour ces mecs-là. Et en plus, j'ai rien contre les impôts, moi. Parce que après la France, je suis vite parti en Suisse, heureusement. Ça aussi, d'ailleurs, je conseille à tous les mecs, ne restez pas en France. La France, c'est bien. Prenez votre diplôme, faites-vous 1 an, 2 ans d'expérience et cassez-vous. Salaire de merde, machin, il n'y a aucune raison de rester en France. Donc moi, je suis très vite allé en Suisse, après, une fois que j'avais un petit peu d'expérience. Et en Suisse, tu payes beaucoup d'impôts aussi. Mais le truc, c'est que ça ne me dérangeait pas de payer des impôts en France. Les rues, elles étaient propres, c'était nickel. Tu vas à la poste, tu fais pas la queue. Les trains, ils sont à l'heure.
tout est nickel. Et je vais vous raconter une anecdote sur la Suisse. J'avais un appartement là-bas que j'avais mis en sous-location. Parce que j'étais absent pendant un an, je faisais du freelancing, je voyageais un petit peu, je me suis dit, vas-y, au lieu de payer un loyer dans le vent, je vais le mettre en sous-location. Je le mets en sous-location à un Péruvien. Et quelques mois après, au début, il me paye le loyer en règle et tout, je me dis cool. Après, à un moment, il arrête de payer, truc. Et j'apprends qu'il avait mis une prostituée dans mon appartement. Et en gros, il avait mis une meuf et après, je sais pas, elle faisait escorte, tu vois. Et donc, je reviens et tout. Et quand je reviens, en fait, il avait quitté l'appartement, il avait laissé la porte ouverte, il m'avait volé des trucs dans l'appartement et tout. Je vais à la police, c'est une poucave. Ouais, c'est lui. Tu sais, j'avais sa carte d'identité, j'avais sa photo. Je vais à la police, je leur donne, voilà, il s'appelle tant, voilà son numéro de téléphone, machin. Il m'a volé ça, 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 ça. Déjà, ce qui m'a étonné, ils ont pris ma déposition. Tu vois, ils m'ont pris au sérieux. J'y suis allé, le mec ordinateur, tu signes des papiers, machin, coup de tampon, truc, tout est nickel. En France, je te jure, ils m'auraient envoyé chier directement. Bref, Suisse, ils prennent ma déposition. Et je crois que c'est 4 mois ou 4, 5 mois après, je reçois un courrier de la Suisse, sachant que c'était une adresse en France, hein. J'avais mis une adresse en France, transfert de courrier, parce que j'avais lâché l'appartement. Je reçois une courrier d'une prison en Suisse. Ils me disent, c'est bon, l'individu a été appréhendé. Il aura son jugement à telle date, à telle adresse. Si jamais vous voulez venir au jugement, vous pouvez. Sinon, vous n'êtes pas obligé, machin. Mais tu vois, c'est allé super vite. Alors que je te jure, en France, tu as droit de squatter chez les gens, tu risques rien. Tu crois vraiment que la police va se bouger le cul pour toi? Mais en Suisse, si, ils l'ont fait. C'est ça qui m'a... Donc, je sais que mes impôts, ils partaient pas dans le vent. Donc, allez, on passe à la conclusion. Maintenant, on va résumer. En tant qu'homme maghrébin en France, donc tu as tous les trucs d'insécurité, machin, ça, c'est tout le monde qui les a. Mais nous, on a tous les bonus que j'ai dit juste avant. Donc, tu es soit vu comme une racaille, soit comme un cas social, soit comme un terroriste. Et là, homme maghrébin, tout le monde nous déteste. Les blancs nous détestent, les femmes nous détestent, les noirs nous détestent, et les maghrébins entre nous, on se déteste. Je parle des hommes maghrébins. Tout le monde nous déteste. Après, tout le monde, c'est pas 100%, rien n'est jamais 100% de toute façon. Mais je vous jure que la majorité de la population, pour ceux qui s'en sont pas aperçus encore, les gens nous détestent. Barrez-vous de ce pays. Tu peux pas vivre sereinement dans un pays où tout le monde te déteste. C'est un truc de barjo. Après, comme j'ai dit, là aussi, on peut se poser la question, ouais, mais pourquoi tout le monde vous déteste? C'est vrai, c'est bizarre ça. Pourquoi tout le monde nous déteste? Après, ça, faudrait que j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est juste qu'on est détestable. Et quand je dis détestable, c'est pas tous les Maghrébins, encore une fois. C'est les racailles de merde qui cassent les couilles à tout le monde et les clandestins de merde. Et ces gens-là, moi, je me désolidarise d'eux. Parce qu'en fait, ils niquent pas les couilles qu'à tout le monde. Ils cassent les couilles aux Français de souche, à tout ce que tu veux. Ils nous cassent les couilles à nous aussi, mais nous, c'est double peine. Parce que nous, ces mecs-là, on a la même tête qu'eux, on a les mêmes prénoms qu'eux. Donc nous, on ramasse 2 fois plus à cause d'eux. Mais ça, les gars, il n'y a rien à faire. Il y en a trop déjà en France. C'est trop tard. Le pays est irrécupérable. Franchement, barrez-vous. Parce que ces mecs-là, ils se barrent pas. C'est pas eux qui vont aller s'expatrier en Asie, aux États-Unis, au Canada. Eux, ils resteront en France. Pourquoi ils resteront en France? Parce que la France les accueille. La France leur donne de l'argent. Les Français les acceptent. Donc, vous inquiétez pas. Eux resteront en France. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Après, t'as des mecs, je vois déjà les messages. Ouais, mais tu t'en fous, reste en France, t'as qu'à pas faire attention. Mais les gars, non, ça marche pas comme ça. Tu sais, je vis pas en ermite tout seul dans la Creuse, hein. On vit en société, hein. Je suis obligé de côtoyer des gens, que ce soit au travail, ma boulangère, ma banquière. Je les vois, je côtoie des gens, je vis pas tout seul dans la forêt. Et là, je me dis, tu deviens fou. Tu sais, t'es là, tu côtoies des gens qui te détestent. Il y a 2 solutions. Soit tu finis dépressif, tu te suicides, soit tu finis fou. Asile psychiatrique ou tu fais des dingueries. Oh putain. Et là, attendez, parce qu'il y a des gens, en fait, je sais pas s'ils parlent français. Non, ils réagissent pas. C'est bon, ils parlent pas. T'imagines, ils viennent des Français qui viennent en vacances, ils m'entendent parler de ça, ils vont se dire, mais c'est quoi ce fou? Ah oui, aussi, je voulais préciser pour conclure. Donc là, cette vidéo, je suis pas en train de dire qu'il faut renier ses origines. Je suis pas en train de dire, ouais, non, c'est bon, faut se désolidariser de tout ce qu'il y a à voir avec le monde maghrébin, faut arrêter d'être musulman. Non, il faut juste se désolidariser T'as fait un lapsus. Il faut juste se désolidariser. Si, en fait, j'allais dire des Maghrébins racailles et des clandestins de merde. Moi, je me désolidarise de ces mecs-là. Donc là, je suis pas en train de cracher sur le Maghreb. Je suis pas non plus en train de cracher sur la France. Je vous dis franchement, la France, franchement, c'est un top pays, tu vois. Au début, pour commencer ta vie, c'est le top.
Tu fais tes études gratuites, tu t'en rends même pas compte. Franchement, c'est gratuit, c'est une dinguerie. Dans un autre pays, jamais de la vie, j'aurais fait des études. En France, tu as la chance de faire des études gratuites. Et surtout, le top du top, tu as la chance d'avoir un passeport. Les gars, la France, c'est juste fait pour faire ses études et tu te barres. C'est ça le plan pour un homme maghrébin, c'est ça qu'il faut faire. Faites vos études et barrez-vous. Je vous jure, c'est 1000 fois mieux ailleurs. Et ne croyez pas que vous serez tout seul. Je sais que tu as beaucoup de mecs, ils ont peur de partir, ils ont peur de se retrouver tout seul. Mais je vous jure que n'importe quel pays où vous allez aller, vous allez retrouver des Maghrébins de France. Il y en a plein qui sont partis, que ce soit Canada, États-Unis, Japon, Vietnam. Même là, même Vietnam, vous allez me trouver, moi je suis là. Et ces mecs-là, c'est pas les racailles, c'est pas les clandestins. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais tout seul. Donc, n'ayez pas peur de ça. Il ne faut pas avoir peur. Donc là, si vous êtes dans la même situation, enfin, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai décrit plus haut, mais ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est les mecs invisibles. Franchement, les gars, le meilleur conseil que je peux vous donner, et ça, c'est un vrai conseil de vie, quittez la France, barrez-vous, n'ayez pas peur, formez-vous à un domaine et barrez-vous. Je sais que c'est ça le plus dur. Moi, c'est l'informatique. Franchement, c'est les deux meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est ça. Me former en informatique et quitter la France. Et en vérité, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donc, formez-vous à un domaine utile. Après, si vous n'aimez pas l'informatique, tu as plein d'autres machins. Mais faites un truc qui est recherché à l'international et surtout, n'hésitez pas à partir. Et si vous voulez pas partir loin, vous avez la Suisse qui est juste à côté. Vous avez le Luxembourg. Vous avez plein de pays. Mais le pire pays du monde pour un homme maghrébin, c'est la France. Donc, ne restez pas là-bas. N'importe quel pays où vous allez dans le monde, ça sera mieux que la France. En fait, là, cette chaîne, elle partait un petit peu en couille, mais je pense que petit à petit, là, je vais essayer de l'orienter vers le sujet de quitter la France. Et je vais pas m'adresser seulement aux hommes maghrébins. Là, cette vidéo, je m'adresse aux hommes maghrébins parce que c'est le titre, être un homme maghrébin en France. Mais en réalité, je vais faire plus de sujets sur comment quitter la France. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui veut quitter la France. Peu importe que vous soyez maghrébin, français de souche, chinois, jeune, vieux, je sais qu'il y a énormément de monde qui veut quitter la France. Et donc, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour aider les gens à quitter la France. C'est ça mon nouvel objectif dans la vie maintenant. Donc, si jamais vous voulez quitter la France et que vous savez pas comment faire, vous savez pas quel domaine apprendre, comment gagner de l'argent en ligne. Je suis pas en train de vous parler de dropshipping, de trucs comme ça. Mais que vous voulez lancer un business, vous hésitez sur les pays ou des trucs comme ça, soit vous m'ajoutez sur Discord, DHA Beverage en minuscule tout attaché, ou soit vous mettez juste un commentaire là sur YouTube, je réponds. Et j'ai aussi créé un compte Instagram. On est 5. Wouhou! Donc j'ai aussi créé un compte Instagram. Vous pouvez aller dessus. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo, elle va parler à certaines personnes. Et encore une fois, le mot de la fin, barrez-vous de la France. Quittez la France, il n'y a plus rien à gratter là-bas pour vous, les hey. Barrez-vous, tout est mieux ailleurs. Allez, salut!